D'autres questions se posent à nous. Comment mettre un terme, alors Frédéric Ancel a commencé à l'évoquer, comment mettre un terme à ce désir hégémonique de la Russie? L'OTAN sera-t-elle à la hauteur de la tâche? Le discours guerrier et l'escalade verbale peuvent-ils être le prélude à un dérapage incontrôlable? Doit-on prendre au sérieux la menace nucléaire? L'arme de dissuasion financière peut-elle porter ses fruits? Comment faire face à la crise humanitaire qui s'annonce et qui est déjà intervenue? Les intervenants de cette table ronde, vous l'avez compris, traiteront des réponses à apporter à l'agression russe et traiteront des scénarios du futur. Et donc, j'accueille Jean-Philippe Moinet, qui est essayiste et qui est fondateur de la Revue Civique, Valérie Faure-Muntian, qui est députée présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, Galia Ackerman, qui est historienne spécialiste de l'ex-URSS. Merci à vous. Pascal Bruckner devrait arriver. Oui, il va arriver. En tout cas, merci Caroline. Et merci au Laboratoire de la République, à son président Jean-Michel Blanquer, de permettre cette convergence républicaine ici, car quelles que soient les sensibilités, on voit bien que l'histoire s'accélérant, et Pierre-Yves Bournazel l'évoquait, cette accélération sidérante, à la fois liée à l'attaque russe et ce qui en a déduit finalement depuis quelques jours. Au niveau du G7, les 7 plus gros pays du monde, au niveau des 27 de l'Union européenne qui accélèrent et qui manifestent leur unité et leur solidarité, au niveau des 30 pays de l'OTAN, qui, un effet de M. Poutine, resserre les rangs et les liens, notamment sur le front est des pays membres de l'Union européenne qui composent cet arc de défense. Donc on va essayer de se projeter dans cette deuxième table ronde. La première était magnifique, cher Brice et chers intervenants, très concentrés avec beaucoup d'enjeux. On va essayer peut-être en quelques 5-8 minutes pour chacune d'entre vous, et Pascal Bruckner devrait nous rejoindre, évoquer l'avenir et finalement quelle mobilisation, parce que l'accélération de l'histoire nous commande d'agir. Et donc cette commande de l'histoire, il faut être à la hauteur. Et donc, quelle hauteur? Quelle hauteur peut atteindre les Européens? Et les Français, étant d'ailleurs avec le président de la République, Emmanuel Macron, à l'épicentre à la fois de l'Union européenne, puisque la France préside l'Union européenne, et puis même du commandement de l'OTAN, puisque la France assure le commandement de la force d'action rapide, et puis au G7, bien sûr, et puis, nous ne l'oublions pas, en tant que puissance nucléaire. Donc, sur les quelques volets d'action, on les connaît, hein. Quels seraient pour chacun d'entre vous? Merci Pascal Bruckner d'être avec nous. En 6-7 minutes, la priorité des priorités. On connaît les 4-5 volets d'action, non seulement possibles, mais actuels. Le volet diplomatique et géopolitique, à l'échelle européenne en particulier. Le volet économique et financier. Frédéric Ancel évoquait d'ailleurs le double tranchant des sanctions, mais c'est quand même un gros sujet et historiquement puissant. Le volet humanitaire, avec la question des réfugiés. Le volet civique et citoyen, parce que chacun d'entre nous peut agir d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, je signale que la Revue Civique aujourd'hui a publié les informations diffusées par l'ambassade d'Ukraine en France, qui énonce quelques modes d'action intéressants et pour certains inédits, disponibles pour chacun d'entre nous. La mobilisation que commande l'histoire nous concerne personnellement. Et puis le volet informatif ou informationnel et communicationnel, avec la dimension cyber qui a été évoquée, cette dimension qui agit et contre-agit aujourd'hui sans doute de diverses manières avec les nouveaux moyens de télécommunication, comme on dit en résumé. Donc merci à vous trois d'être là. Peut-être un premier tour de table de 7-8 minutes sur quelle serait pour chacune et chacun d'entre vous la priorité d'action pour l'avenir, pour se mobiliser de la meilleure manière et pour être à la hauteur des événements historiques que nous connaissons. Peut-être priorité aux femmes, peut-être priorité... Oh non, je laisse Gaëlle peut-être commencer.
ou, comme vous voulez, en tout cas aux femmes, Galia Ackerman, qui est donc aussi directrice du desk Russie et qui, avec Nicolas Tenzer, a été à l'avant-garde depuis longtemps et une lanceuse d'alerte sur les dangers du poutinisme. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Écoutez, nous nous réunissons à un moment extrêmement douloureux parce que il y a quelques heures, on a appris qu'une colonne, selon les uns de 60 km de long, selon les autres de 40 km de long, composée de chars et de blindés, se dirige vers Kiev. Il se peut que malgré la résistance héroïque du peuple ukrainien, malgré le courage tout à fait exceptionnel du président Zelensky et de son entourage, nous sommes devant l'avènement d'une longue nuit qui peut-être va retomber sur l'Ukraine. Il y a quelque chose que peut-être vous ne connaissez pas, mais le président Poutine, dans son discours glaçant du lundi après lequel, lundi dernier, il y a juste une semaine, et ensuite il y avait un autre discours pour annoncer le début d'une grande campagne militaire qui lâchement ne porte pas le nom d'une guerre, mais d'une opération spéciale, tout comme la deuxième guerre de Tchétchénie ne s'appelait pas une guerre, mais une opération antiterroriste. Ces conséquences, vous les connaissez. Et donc, parmi les mesures annoncées, il y avait le terme qui peut-être a dû vous surprendre un peu, surtout ceux qui ont eu l'occasion d'aller en Ukraine, de dénazification. Dénazification, ça semble un peu bizarre pour un régime à la tête duquel se trouve un juif, mais en fait, ça signifie autre chose. Ça signifie que, comme l'ont annoncé les Américains, en fait, les prévisions de leurs services secrets ont été très exactes, sauf qu'ils ont mis le début des hostilités à quelques jours avant le vrai commencement. La dénazification, pour eux, signifie tout simplement la décapitation physique de l'élite politique ukrainienne. Ils ont fait des listes et il y a des Russes, j'ai beaucoup regardé ces jours-ci tant que mon emploi du temps me le permettait, des chaînes russes, et c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Donc, ils ont l'intention de physiquement capturer et éliminer quelques centaines de personnes qui sont les hommes politiques, Zelensky, le président en premier, qui sont les intellectuels engagés dans la politique, qui sont les chefs des ONG, qui sont des journalistes, qui sont aussi des réfugiés politiques russes et biélorusses qui se trouvent en Ukraine parce que c'est dans ce pays qu'ils se sentaient bien et libres. Cela ressemble beaucoup aux mesures qui ont été prises par les nazis, en commençant par la nuit des longs couteaux, mais aussi, bien sûr, d'autres mesures d'élimination ou d'envoi dans les camps de toute opposition. Et la nuit tombe en même temps, non seulement sur l'Ukraine, mais aussi sur la Russie. Parce que je pense, peut-être Vladimir Poutine est paranoïaque dans le sens où il vit dans une réalité parallèle, mais dans cette réalité parallèle, il agit avec une certaine logique. Et cette logique, c'est la préparation de ce qui se passe aujourd'hui pendant quelques dernières années. Il a fallu d'abord éradiquer complètement toute l'opposition en Russie. Il fallait la réduire au silence.
Et vous savez que l'année dernière, et déjà à partir de 2020, quand une nouvelle constitution a été adoptée, nous étions devant le constat très triste, c'est que les ONG, l'une après l'autre, ont été déclarées agents étrangers, avec l'idée que, en fait, on ne peut pas être contre ce régime tellement bon que si on est incité, y compris financièrement, par l'étranger, l'Occident. Et donc, il a d'abord fallu réduire au silence cette opposition, et c'est tout à fait, comment dirais-je, symbolique. Aujourd'hui, ou peut-être c'était hier, je ne sais plus, excusez-moi, les jours se confondent. Non, je crois que c'était hier. On a confirmé en toute dernière instance la liquidation de Mémorial. Aujourd'hui ou hier ? Hier, voilà. Donc, Mémorial était on peut dire, la conscience de la nation. C'était à la fois une organisation qui s'occupait, qui a collecté des centaines de milliers de témoignages, de documents, des milliers, qui a 64 sections dans les régions. Chaque section a des millions de pages sur Internet. C'est-à-dire toute la mémoire des tragédies du XXe siècle du régime communiste était là. Et en même temps, Mémorial était une organisation qui se battait pour les droits de l'homme, et notamment contre la guerre en Tchétchénie, mais aussi contre toutes les autres atrocités commises par le régime de Poutine. Et donc, au moment où, mi-décembre, on a déclaré la fermeture du Mémorial, en même temps, c'est Poutine qui a posé 2 ultimatums à l'Occident. L'un n'était pas possible sans l'autre. Maintenant, n'importe... C'est presque une signature, d'ailleurs. Absolument. Une signature stalinienne. Tout à fait, tout à fait. Et maintenant, en Russie, tout ce qu'on dit dans les talk-shows, c'est quelque chose d'absolument inimaginable, parce que pour les propagandistes du régime, et c'est aussi la position officielle, l'action militaire en Ukraine, la guerre livrée à l'Ukraine, est une opération de libération. C'est-à-dire, on utilise la terminologie de la Seconde Guerre mondiale, tout comme on libérait l'Europe des nazis. Maintenant, de nouveau, on libère cette fois l'Ukraine, et toute l'Europe devrait en être reconnaissante, disent-ils, des nazis. Cela, bien sûr, est juste un constat. L'année dernière, déjà 1500 journalistes, blogueurs, des collaborateurs de différents ONG ont quitté la Russie. Cet exode peut-être ne pourra plus continuer parce qu'il sera maintenant très difficile pour un Russe même de quitter la Russie. Et nous pouvons nous attendre à une nuit noire, non seulement en Ukraine, mais aussi en Russie. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est d'agir en faveur de la société ukrainienne, mais aussi de la société russe, des opposants russes, les soutenir, leur faciliter les conditions d'obtention d'asile, etc. Peut-être pourriez-vous développer la manière d'aider les opposants russes, d'ailleurs pour partir en exil et d'autres peut-être par des billets détournés là-bas, et surtout la société ukrainienne. On va faire un premier tour de table et vous reviendrez sur la projection vers l'avenir de cette mobilisation que nous devons moralement et civiquement pour ces sociétés civiles. Peut-être vais-je me tourner vers la présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, ici à l'Assemblée nationale, qu'il faut applaudir. Valéria, et non pas Valérie, Valéria Faure
maintient, qui donc, porte un réseau important de solidarité de tous les parlementaires vers l'Ukraine, et pour lui demander, maintenant, cette mobilisation, pour vous, quelle priorité des priorités dans les différents champs que j'ai pu énumérer, lequel, selon vous, en quelques minutes, pourrait être prioritaire dans l'action qui vous concerne et qui nous concerne? Alors, ils sont tellement tous importants que de les prioriser serait, à mon sens, une erreur. Je suis désolée de vous le dire. Alors, pour juste aller dans le sens de Galina, effectivement, la formule que j'ai choisie ces derniers jours, c'est « l'Ukraine est mise à genoux par Poutine, mais elle se relèvera ». Il y a une âme ukrainienne, il y a une résistance très forte aujourd'hui. On le voit bien. Les hommes ukrainiens rentrent depuis l'Europe, depuis les États-Unis, depuis le Canada en Ukraine pour aller se battre. C'est la démonstration de cette capacité à défendre leur territoire, mais aussi leur volonté de défendre leur liberté de choisir leur régime, de choisir leur mode de vie. Et donc, cette liberté, ils l'abandonneront aux mains de personne jusqu'au dernier souffle. Et on le voit, la façon dont ils se battent. Mais ce peuple se relèvera seul, se relèvera avec l'aide de l'Occident. On voit bien qu'on a pris des décisions absolument inédites au niveau européen pour accompagner et pour aider la résistance ukrainienne du point de vue humanitaire, du point de vue militaire, mais aussi du point de vue sanctions vis-à-vis de la Russie pour asphyxier financièrement la Russie et l'isoler de manière à éviter le financement de l'effort de guerre et éviter que les fournisseurs de matières premières pour cet effort de guerre puissent commercer avec la Russie. Mais le peuple russe, c'est pas Poutine. Le peuple russe ne sont pas tous militaires qui tiennent les armes aujourd'hui en Ukraine. Et le peuple russe est aujourd'hui isolé pour plusieurs générations. Vladimir Poutine, en lançant une offensive militaire sur l'Ukraine, a détruit la Russie en premier chef. Ils mettront plusieurs générations à s'en relever. S'ils voulaient réinstaurer un rideau de fer pour régner encore sur ce pays pendant 20 ans et qu'il soit complètement isolé, ils n'auraient pas mieux fait. Je viens d'apprendre la fermeture définitive des 2 médias libres qui émettaient en Russie, Docht, donc la pluie, et Echo Moscou, par le procureur général de Russie, parce qu'ils sont agents étrangers. Donc, c'est définitivement la réinstauration du soviétisme en 2.0, 4.0, parce qu'il y a toute la partie guerre cyber qui va avec, sur le territoire russe. C'est déplorable. Évidemment, la guerre est atroce aujourd'hui en Ukraine et je monitore en permanence les événements. J'essaie de maintenir le lien avec mes collègues parlementaires, mais aussi avec la société civile, avec la société militaire. Les bombardements sur les civils sont quelque chose d'inadmissible. Pourtant, il a pris des engagements, Vladimir Poutine, de ne pas le faire. La destruction de la tour de télévision à Kiev ne présage rien de bon. Toutefois, les Ukrainiens tiennent bon et ils sont, comment dirais-je, ils ne sont pas en panique. Ils résistent et ils résisteront jusqu'au bout. L'avenir... Dans ce domaine, la livraison de l'armement vous semble parmi les priorités des priorités pour soutenir l'armée ukrainienne. Et quelles sont les informations ou les retours que vous avez de cette décision? D'ailleurs, il faut rappeler qu'elle est historique aussi. L'Union européenne, en tant que telle, pour la première fois, a pris la décision de réarmer, de soutenir et de livrer des armes. Alors, il y a 2 priorités. Effectivement, les armes, c'est quelque chose d'important, mais c'est surtout les moyens de renseignement qui leur sont importants. Donc, les jumelles de vision nocturne, des drones de renseignement, quelque chose qui leur permet de voir les positions. Évidemment, ils réclament à cri et à pleurs la protection de leur ciel.
ce que ni l'OTAN ni l'Europe ne peut leur offrir immédiatement, parce que sinon on déclencherait, c'est comme intervenir au sol, on déclencherait une troisième guerre mondiale contre un pays qui a l'arme nucléaire, et donc on a déjà été menacé, et cette déclaration de mise en œuvre opérationnelle de l'arme nucléaire, techniquement, les militaires disent que ça ne veut rien dire, mais c'est un message à destination des Européens. Attention, les têtes en moyenne portée, c'est Berlin, c'est Paris. Je vous ai prévenu, et il nous avait prévenu déjà il y a plusieurs mois de cela, au moment où la non-prolifération a été rompue sous Trump. Donc, il y a des choses qu'on peut faire et il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par contre, on peut livrer des armes de défense qui permettent aux Ukrainiens de protéger leur ciel, et on voit bien que c'est la seule lacune, puisqu'ils ont été cloués au sol dès le départ par les attaques par les missiles, et donc du coup c'est ça qui leur manque, mais au sol ils se débrouillent très bien puisque la progression de l'armée russe est très ralentie. Mais les priorités des priorités aussi, enfin, j'ai du mal à prioriser. Il faut fournir les armes. Il faut fournir de l'alimentation. L'Ukraine commence à souffrir de pénuries dans certains endroits. Kiev, Kharkiv, c'est des coins absolument isolés, donc qui commencent à souffrir de pénuries alimentaires. L'Ouest est encore fourni, quoique à Lviv, il commence à manquer des choses aussi. Et puis, il y a les réfugiés. On ne peut pas laisser toutes ces femmes, personnes âgées et enfants à la frontière. Et les Polonais, les Roumains, les Moldaves, les Hongrois sont formidables. Ils font un travail exceptionnel. Toutefois, on voit bien ces 100 à 150 000 jours de déplacés. Donc, à un moment donné, il faut aussi que l'ensemble de pays européens prennent leur part pour pouvoir les accueillir. Et puis, c'est des gens qui sont traumatisés, qui ont besoin de soins, qui ont besoin d'accompagnement psychologique, que les enfants retrouvent le chemin de l'école. Enfin, on pourra développer le rôle de la France dans ce domaine. La vie normale. L'avenir, en tout cas, il est dans les pourparlers diplomatiques pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Mais quand on voit bien les dialogues de sourds que sont les débats ou les négociations entre les deux parties, ce que demande l'Ukraine est légitime, de quitter son territoire souverain. Ce que demande la Russie est tout à fait aberrant. Dénazification, Galina l'a dit, mais ça ne veut absolument rien dire dans un pays qui commémore les morts de la Seconde Guerre mondiale. C'est un espèce de narratif, c'est des éléments de langage qui sont développés depuis plusieurs années et qui sont martelés. C'est-à-dire qu'il y a vraiment parmi la population russe des gens qui croient un petit peu en mode bonhomme vert, qui croient à tout ce narratif parce qu'ils n'avaient que ça comme information. Et ça, il y a une scission dans la population russe entre la génération, peut-être plutôt la mienne, qui a accès aux réseaux sociaux, qui est un peu plus agile pour aller chercher l'info, qui est un peu plus vraie, en tout cas qui semble un peu plus vraie ou vérifiable, et puis toute une génération qui a 50 ans et plus et qui a connu le soviétisme et qui retrouve un peu les réflexes finalement des soviets dans leur prise en charge et qui, pour certains intellectuels, le monde de la culture a démissionné massivement à Moscou pour démontrer leur désaccord vis-à-vis de la guerre et donc qui se rebellent, mais d'autres qui finalement retrouvent ce cocon dans lequel ils ont vécu pendant des années de soviétisme et qui soutiennent leur président. Merci beaucoup pour cette première intervention. On peut vous applaudir une deuxième fois. Pascal Bruckner, merci beaucoup. Valéria vient d'évoquer le monde culturel et intellectuel dans d'autres pays, mais en Europe, on voit bien la mobilisation de l'ensemble des sociétés, mais aussi des intellectuels. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans cette tragédie qui touche, qui fait entrer, pour reprendre le mot de Galia Ackerman, l'Ukraine et la Russie dans une nuit? Qu'est-ce qui vous frappe le plus et quel serait, selon vous, dans votre analyse, le levier le plus efficace, le plus utile, le plus opportun et le plus urgent de faire agir aujourd'hui?
Alors moi, ce qui me surprend dans cette affaire, c'est qu'on soit surpris. C'est-à-dire que tout ce qui se passe aujourd'hui est annoncé depuis 20 ans, inexorablement. Il suffit de lire les traductions des discours de Poutine, de lire ses articles, et j'en profite pour parler du très bon livre de Michel Elcheninov, Dans la tête de Vladimir Poutine. Il est, lui, russophone, donc il avait parfaitement décrit ça, mais aussi d'autres articles traduits en anglais. Il faut se remettre dans la tête de ce petit agent du KGB, mal noté par ses supérieurs, et qui est traumatisé en 1989 par les foules de Leipzig qui hurlent leur haine des Russes et du communisme. Et pour lui, son monde s'effondre, et il l'a dit, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, c'est la chute de l'Empire soviétique, même s'il n'est évidemment, lui, pas du tout communiste idéologiquement. Et donc, il construit pendant 22 ans une sorte de système paranoïaque où l'ennemi principal, c'est l'Europe. C'est l'Europe et les États-Unis, mais c'est l'Europe qui a osé détruire l'URSS, l'Europe qu'il décrit comme décadente, comme en proie au mouvement LGBT qui, pour lui, constitue ce qu'il y a de pire au monde, une Europe vautrée dans le consumérisme et la paix, et donc qu'il a l'ambition de mettre en morceaux. Il l'a écrit dans tous ses livres, et les slavophiles qui l'entourent, donc ces gens qui, depuis des siècles, disent que le destin de la Russie n'est pas de tomber dans les travers de l'Occident, mais au contraire de construire sa voie propre, font de Poutine un possédé au sens des possédés de Dostoïevski. C'est un possédé froid, glacial, et quand je voyais son langage du corps lors de sa conférence de presse, sa très longue conférence où il a parlé pendant 1 heure, je pense à la phrase de Chesterton, « Le fou est celui qui a tout perdu sauf la raison ». Et Poutine a tout perdu sauf la logique haineuse qu'il manifeste à l'égard de l'Occident. Il était presque avachi derrière son bureau et il était en train de nous expliquer qu'il allait non seulement écraser l'Ukraine, mais ensuite, évidemment, terminer le travail et ramener dans le bercail russe les pays félons, les pays baltes, la Pologne et les autres. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que les Occidentaux ne veulent pas entendre ce langage. Poutine leur dit « je vous hais ». Un peu plus à l'est, quand même, de l'Europe. Oui, les Occidentaux, je parle des Occidentaux de l'Ouest. Oui. Je vous hais, je vous méprise, vous êtes méprisable, vous êtes des femmelettes. Et d'ailleurs, il faut insister sur la virilité de Poutine, parce que quand même, vous l'avez vu, quand il traverse le fleuve Yenisseï à la nage, quand il se bat avec un ours, quand il participe à des combats de judo, il est ceinture noire 8e dan de judo, quand il pilote un avion, quand il montre sa plastique, on imagine mal nos présidents montrant leur plastique, et ça vaut peut-être mieux. Voilà, et ce sont des êtres humains. Poutine, c'est le surhomme nietzschéen, c'est la brute blonde de Nietzsche, reconvertie manière slave. Et là, on voit bien qu'en France, tous les candidats d'extrême droite et d'extrême gauche sont à plat ventre devant le mal alpha. On imagine bien ce qu'un Zemmour peut penser de Poutine, se disant si je pouvais être comme lui, je tomberais toutes les femmes. Et Marine Le Pen également, Jean-Luc Mélenchon qui quand même est en extase devant les dictateurs sud-américains, les caudillos, Castro, Chavez, Maduro. Lui aussi, c'est un peu ce ressort-là dont on a tort de penser qu'il a disparu. Non, Poutine fascine par sa brutalité. Ce qu'on aime chez lui, c'est quand on dit la Russie est un grand pays, c'est pas Pouchkine, c'est pas Gogol, c'est pas Rachmaninov, c'est le Knut. On écrase les révoltes dans le sang et quiconque relève la tête sera décapité. Donc il faut prendre cet ennemi-là au sérieux, car il a fait ce qu'il a dit. Il a préparé. À vous écouter, donc l'Est de l'Europe, on est déjà dans la phase, dans l'esprit de Poutine et dans votre analyse, de l'invasion d'un des pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN ? Je pense que c'est tout à fait possible, absolument. Après ce qui vient de se passer, le scénario du pire et le scénario du probable. Et si tant de pays veulent aller dans l'OTAN, ça n'est pas parce que ces gens adorent l'Amérique, c'est tout simplement parce que personne ne veut vivre à côté de la Russie. Personne. Il n'y a pas un pays.
Pas un pays, ni la Moldavie, ni la Géorgie, ni la Bulgarie, ni la Roumanie, ni les Pays-Baltes, ne veut vivre à côté d'une Russie qui n'a pas reconnu ses crimes passés, les crimes du communisme. Gaïa a très bien parlé tout à l'heure de l'écrasement de Mémorial, mais qui au contraire vit dans la nostalgie, dans le ressentiment permanent envers la perte de l'Empire. En 2016, Poutine a dit, je crois, les limites de la Russie n'existent pas. C'est-à-dire qu'au fond, la Russie, c'est un espace sans frontières et qui peut demain absorber, pourquoi pas la France. Les cercles autour de Poutine ont souvent dit qu'ils ambitionnaient de réduire Paris, Londres, Berlin en cendres, ainsi que Washington, et que si nous réagissions, nous serions ramenés au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il faut prendre l'option nucléaire très au sérieux. Je pense que Poutine a des armes nucléaires tactiques et rien ne dit, s'il rencontre une résistance sérieuse en Ukraine, si les Ukrainiens qui se battent avec l'énergie du désespoir arrivent à mettre en fuite les colonnes de chars, rien ne dit qu'il n'enverra pas une bombe nucléaire tactique sur Kharkov ou Mariupol ou une des grandes villes pour dire, voilà ce qui vous attend, je suis le maître absolu de l'humanité. Et contre ça, eh bien, il faut garder beaucoup de sang-froid. Merci beaucoup. On peut vous applaudir malgré ce que porte votre analyse en termes de scénario catastrophe, mais parfois il faut regarder les risques catastrophiques en face. On a quelques minutes avant de passer en échange avec ceux qui le voudront. On est volontiers à votre écoute pour vos interventions et questions. Galia Ackerman, est-ce que vous croyez aussi fortement à cette probabilité de l'étape d'après? Est-ce qu'elle vous paraît inéluctable? En tout cas, cette tentation d'attaque numéro 2, au-delà de l'Ukraine, et même question en 2-3 minutes chacune. Pardon. Elle me paraît d'autant plus probable que les termes de l'ultimatum posé par Poutine à l'Occident en mi-décembre n'était pas seulement la démilitarisation et pratiquement la fédéralisation de l'Ukraine, c'est-à-dire la fin de l'État ukrainien unitaire, mais aussi la demande totalement absurde, bien sûr, de retirer les armes américaines de l'Europe, de retirer les bases de l'OTAN qui se trouvent dans les pays de l'Est et revenir à l'état d'avant 1997, quand les premiers pays de l'Europe de l'Est, Europe centrale, après l'Europe du Sud. Et je précise, ça a été redit aujourd'hui même par Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, voilà, qu'il fallait revenir à 1997. Voilà. Et donc, comme personne ne va le faire, pourquoi est-ce qu'il n'irait pas essayer d'envahir l'Europe? Vous savez, la capacité militaire russe est quand même très, très importante. Et apparemment, le coût de la vie humaine par rapport à ces soldats n'a pas beaucoup d'importance. C'est quelqu'un qui peut utiliser l'arme nucléaire tactique dans le même objectif que jadis les Américains l'ont utilisé pour Hiroshima et Nagasaki, c'est-à-dire briser toute velléité de résistance. Et je dois dire que, vous savez, j'ai beaucoup étudié l'idéologie russe contemporaine qui est très militarisée. Et il y a chaque année des défilés le jour de la victoire. L'un des slogans les plus populaires, c'est « on peut répéter ça », c'est-à-dire la marche vers Berlin, la progression inexorable de l'armée russe et la conquête de la moitié de l'Europe, qui est devenue communiste. Eh bien, on peut répéter cela. Vous savez, les gens qui ont connu la guerre, ils avaient un autre slogan en Russie. Ils disaient « pourvu que ça ne se répète pas, pourvu qu'il n'y ait pas de guerre ». Ils étaient prêts à supporter des privations, mais à condition qu'il y ait la paix. La nouvelle génération, élevée dans l'esprit militariste, dit « on peut répéter ». Donc, je vais peut-être poser la même question à notre voisine, et puis on échangera avec les questions de la salle. Pour vous, est-ce que le sujet d'une attaque supplémentaire est à l'ordre du jour, d'après aussi vos informations des pays voisins de l'Ukraine? Cet homme est capable de tout. Son armée le suit pour l'instant.
à moins d'un revirement de situation où il se fait lâcher par ses généraux parce qu'il devient trop dangereux pour la Russie même, parce que c'est ce qu'ils vont défendre en premier. Sans ce revirement de situation, il est capable de tout. Les pays qui ne sont pas dans l'OTAN, la Moldavie, la Géorgie, la Serbie, tout est possible. Enfin, pourquoi il s'arrêterait en si bon chemin, puisqu'il veut retrouver l'impérialisme russe. Et puis, il est effectivement, enfin, je suis absolument d'accord avec ce qui a été dit, dans le sentiment de dégradation du reste du monde. Il n'y a que lui qui sait comment il est bien de vivre. Alors, ce n'est pas le communisme dans le sens où la religion est devenue presque une raison d'État. La cellule familiale classique, patriarcale, enfin, tout ça, c'est une promotion permanente. Et effectivement, on est critiqué de manière permanente en ce qui concerne l'Occident sur notre déviance. Donc, il est capable d'aller à la conquête du reste de l'Europe pour nous sauver de nous-mêmes, mais en même temps, jusqu'où les Russes le suivront? C'est un petit peu là le sujet. Les Russes et puis ce qui entoure le Kremlin, certains oligarques peuvent commencer à le lâcher. Il y en a deux qui ont fait déjà des déclarations. Je leur souhaite longue vie. Je ne sais pas si ça va être le cas pour eux. Parce qu'ils l'ont fait à Moscou. Ils ne l'ont pas fait de Pinis ou Cannes. Ils l'ont fait à Moscou. Et là, le truc, c'est que c'est courageux de leur part. On se souvient de ce qui s'est passé quand il est arrivé au pouvoir. Enfin, c'était des procès fantoches, c'était des enfermements. Enfin, il a quand même rouvert les goulags, ce qu'on a espéré oublier depuis longue date. Mais au-delà de la Russie, je pense qu'il faut qu'on se concentre aussi sur l'Ukraine aujourd'hui, l'Ukraine dans l'Europe. Enfin, Zelensky a quand même signé une demande d'adhésion et l'Europe accepte sur le principe. Ça prendra des années. Évidemment, parce que l'Ukraine a besoin de se réformer, l'Ukraine a besoin de finir la guerre sur son territoire, mais c'est un message fort de la part de l'Occident vis-à-vis de Vladimir Poutine, c'est que tu obtiens des résultats inverses de ce que tu voulais et de ce que tu espérais. Donc, continue comme ça et on va continuer à te donner des réponses dans ce sens. Maintenant, ça, c'est des déclarations de principe, ça permet aux Ukrainiens aussi de croire en un avenir. Militairement parlant, d'après les professionnels de la guerre, les actions de haute intensité, ce n'est pas 3 jours, ça n'existe pas de prendre une capitale ou un pays en 3 jours, c'est 6, 8, 14 semaines en moyenne avant qu'il y ait des vraies négociations où tout le monde est épuisé, avant qu'il y ait des vraies concessions, ou une proclamation de victoire, parce que rien n'empêche. Et c'est pour ça qu'il y a une intensité de bombardement sur Kharkiv comme sur Kiev. Et il n'y a rien qui empêche de prendre Kharkiv, la proclamer comme la nouvelle capitale de l'Ukraine et dire qu'il a gagné. Et la situation devient complexe à ce moment-là parce que du coup, on coupe une grosse partie de l'Est de l'Ukraine. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des troupes russes et bélarusses qui sont amassées donc, au nord-ouest du pays pour couper la liaison avec l'ouest complètement et donc l'aide humanitaire et l'aide militaire qui est censée arriver incessamment sous peu. Merci beaucoup. Caroline va prendre la parole, puis vous l'aurez pour les questions qui vous importent de poser, les interrogations aussi, vos réflexions. Peut-être que je pourrais réinterroger notamment Galia Ackerman et peut-être d'autres comme Frédéric Ancel sur les hypothèses de résistance intérieure, y compris de maillons faibles, enfin de résistance en tout cas, de lâchage de maillons faibles du système clanique, pour reprendre le mot de Marie Mandras, le clan Poutine qui peut, si à surenchère, durant des mois, et peut-être une phase extrêmement dangereuse, il peut y avoir des maillons faibles ou pas au sein même de l'appareil moscovite. Merci, je voudrais qu'on vous applaudisse. Merci beaucoup.